Donc, gestion de la discipline, de quoi s'agit-il? On va commencer par ça. L'apport théorique sera autour de ces trois types de mesures, les mesures préventives, de soutien et correctives. J'expliquerai de quoi il s'agit tout à l'heure. Et puis, on fera un petit exercice en conclusion. J'avais entendu à la radio suisse romande une petite séquence qui, vous verrez, qui dure 3 minutes. Vous avez je pense qu'elle est enseignante, qui est avec un groupe d'enfants en train de travailler avec eux. Et puis, je vais vous faire écouter cette séquence-là, et puis on va essayer de voir comment elle fait pour gérer le groupe très concrètement. Ça, ce sera un peu l'exercice conclusif. Oui. Est-ce que sur la distance, vous voyez bien le PowerPoint? Je l'ai téléchargé, vous le voyez? Oui, c'est parfait. Ouais, merci. Ok, mais ils l'ont aussi en plus, hein. Je ne l'ai pas envoyé, mais... D'accord, ok. Ok. Oui, Cadric. Le but de la matinée, ce serait qu'à midi, vous ayez pu remplir cette fiche-là. Donc là, j'appelais ça fiche personnelle. Vous verrez plusieurs fois sur la dia, ça viendra fiche personnelle. C'est une fiche sur laquelle je vous propose de noter au fur et à mesure de la matinée des pistes qui vous paraissent intéressantes pour gérer un groupe. Vous voyez qu'il y a plusieurs rubriques qu'on va retrouver dans le document que vous travaillerez après la pause. Donc, mon attitude, les règles, les interactions, l'environnement ou d'autres pistes. Et puis, je vous laisserai un temps à la fin de la matinée, en synthèse, 3 pistes. Quelles seraient parmi les pistes que vous avez notées sur votre feuille, 3 pistes que vous souhaitez absolument expérimenter la prochaine fois que vous gérez un groupe d'enfants dans le cadre de la catéchèse, de la paroisse ou bien avec vos propres enfants. Donc, ce document-là, gardez-le tout le temps sur le coin de la table. Et puis, dès que vous pensez à une piste, vous la notez. Et si possible, vous la classez dans la bonne rubrique. Mais ce n'est pas si important que vous la classiez dans la bonne rubrique. Mais en tout cas, que vous la notiez un petit peu au fur et à mesure de la matinée. Alors, on va commencer dans ce premier temps, qui est une réflexion un petit peu, on va échanger entre nous, hein, sur la discipline, c'est quoi? La gestion de groupe, c'est quoi? Ce rapport d'autorité, c'est quoi? Alors, pour ouvrir la discussion, je vais vous proposer des dessins, des citations, des caricatures, et puis on va ouvrir sur ce que ça vous inspire en termes de gestion de groupe et de la discipline. Alors, voilà le premier dessin. On verrait, c'est chaque fois des dessins, des caricatures, des citations très ouverts. Hein. On peut discuter de tout à partir de ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, ceci? C'est bien difficile. C'est que c'est compliqué. Ouais, gérer un groupe, c'est compliqué. Ouais. Presque bien aussi, on a cherché un peu ça. On serait tenté quelquefois, oui. Ouais. Mais t'as fait sûr aussi. Pardon? Des fois, il faut répéter les remarques que les gens entendent sur le... Oui, volontiers à distance si vous avez des remarques. Non, je veux dire aussi, ouais, ça, et puis ce que lui dit, si tu peux redire. Ah oui, d'accord, ok, oui, ok. Oui, merci, hein, effectivement. Oui, d'abord, effectivement, vous disiez, hein, c'est un souci. Quel que soit le groupe que vous avez, il faut le gérer. Il n'y a pas de groupe dont on ne doit pas gérer la discipline. Quel que soit le groupe, moi je travaille en appui pédagogique avec mes élèves, des fois j'ai des groupes de 4, 5 élèves, mais déjà là, je dois gérer. Donc il n'y a pas de bon groupe en soi. Il y a des groupes qui fonctionnent plus ou moins bien, ça ok, mais il n'y a pas de groupe dont on pourrait se dispenser de faire ce travail-là. Donc c'est de toute façon compliqué. Et si vous devez gérer, c'est normal. C'est le contraire qui n'est pas normal. Alors quelquefois, quand on est en église, on peut avoir l'impression que on est dans un milieu où on ne devrait pas devoir gérer la discipline. Ce n'est pas le cas. Hein. Vous verrez, on va essayer de gérer la discipline en restant bienveillant, mais c'est parce qu'on est en milieu d'église et puis qu'on est censé s'aimer les uns les autres qu'il n'y a pas à gérer le groupe. Dès qu'on a des personnes qui sont réunies, et notamment des enfants, on doit faire ce travail-là. Donc effectivement, si on ne fait rien, on peut arriver à des extrémités comme ça,
Et puis on n'aimerait pas arriver à des extrémités où finalement on va devoir gérer la discipline de manière un petit peu violente. Hein. Et quelquefois, effectivement, on peut être tenté de lever le ton de la voix, de prendre l'enfant même physiquement, parce que probablement qu'en amont, on n'a pas mis en place ce qu'il fallait pour gérer. Donc ça, c'est mauvais signe si on arrive à ça. Mais quelquefois, effectivement, on pourrait être tenté d'arriver à ça si on n'a pas mis en amont en place des éléments. Oui. Aussi dans le désir de contrôler l'enfant, que cette image, non? Oui, oui. Désir car nous, on dérange de contrôle, et Oui. que je veux moi. Oui, exactement. Vous verrez dans les pistes que je propose, il y a toujours un peu ce rapport d'autorité. C'est normal qu'il y ait un rapport d'autorité. Puis en même temps, on aimerait bien que l'enfant, il devienne autonome. Nos propres enfants aussi, hein, ils deviennent autonomes, responsables, solidaires, créatifs. Donc, vous voyez, c'est presque un peu paradoxal. Hein. Si on veut que l'enfant développe son autonomie, on devrait plutôt se mettre dans cette position-là. Donc, comment être en position d'autorité tout en maintenant cette finalité de viser l'autonomie et la responsabilité des enfants. Donc, on va discuter de ça. Hein. OK. Deuxième illustration. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que j'ai décidé? Oui, un peu ce dont on parlait maintenant. Hein. Il y a un cadre, c'est moi qui décide. Mais comment vous évaluez ça? Il peut y avoir aussi une protection. Parce que ce cadre, le carré de sable, c'est peut-être un carré de sable qui est protégé des animaux la nuit, où il n'y a aucun risque caca de chien ou de chat, contrairement à l'extérieur, qui là peut-être ouais. Mais la façon dont il le dit, à mon avis, ouais. plus, il y a la province, quoi. Ouais, c'est une excellente remarque, hein, le besoin de cadre, de sécurité, d'être dans un lieu protégé. Et c'est vrai que les enfants, quand vous les avez en catéchèse ou en classe, ils ont besoin d'un cadre. Ça, c'est très, très sécurisant. C'est très, très sécurisant. L'enfant se construit grâce à un cadre. Nous, on doit être des tuteurs, mais presque dans le sens... en Valais, ouais, l'échalas dans la vigne. Pour que la vigne puisse se développer, son autonomie, sa créativité, etc., elle a besoin d'un tuteur. Donc c'est tout ce jeu assez subtil hein, entre le cadre qui est nécessaire et puis le jeu à l'intérieur du cadre. Donc il y a quand même un peu de place dans le bac. Hein. C'est-à-dire que si l'enfant vient dans le bac, ça reste possible de continuer à jouer, mais dans un certain cadre. Mais néanmoins, il y a quand même un aspect critique dans ce dessin-là. C'est quoi l'aspect critique? C'est que la spontanéité de l'enfant, elle est parvenue par l'adulte. C'est ça, c'est ça, c'est ça. L'enfant, il a choisi son petit coin. Oui. On peut se dire que l'enfant, à l'extérieur du cadre, il peut développer son autonomie et sa créativité. Et c'est pas sûr qu'on les casse pas à partir du moment où on fait venir l'enfant dans le cadre. Et là, par exemple, en théorie motivationnelle, en pédagogie, on parle beaucoup d'autodétermination. Chaque fois qu'on peut donner du choix aux enfants, c'est mieux. Et dès qu'on leur impose quelque chose, on risque de casser quelque chose dans leur rapport motivationnel à l'activité, à la tâche qu'on propose. Donc, de nouveau, un subtil jeu. OK, j'ai un cadre, mais est-ce qu'à l'intérieur du cadre, je ne pourrais pas laisser de l'autonomie et de la responsabilité? Et ça, je pense, on en parlera tout à l'heure, mais l'importance que vous ayez des règles quand vous avez des enfants, un groupe d'enfants. Une fois que les règles sont posées, on peut laisser beaucoup d'autonomie. Mais s'il n'y a pas de règles, l'autonomie, elle est très mal gérée par les enfants. Et puis très rapidement, on vient se faire déborder, mais parce que les règles ne sont pas posées d'emblée. Donc effectivement, on a là tout un jeu entre l'autonomie, l'autorité, le cadre, l'autodétermination de l'enfant. Alors j'aime beaucoup le chat, je ne sais pas si vous connaissez, Guéluc. Là aussi, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est pas si faux. C'est pas si faux, ouais, c'est pas si fou. Ouais, c'est la formulation, hein, c'est un peu à la Guéluc, mais qu'est-ce qui est pas si faux et pas si fou dans ce qu'il dit là? La liberté dans un cadre déterminé. Il y a ton téléphone qui sonne là. Pardon?
si la liberté s'exerce dans un cadre déterminé. Oui, oui, C'est pas mal. oui, c'est ça, hein, c'est ça. J'ai toujours frappé, par exemple, on est en Suisse, on est en démocratie, moi je me sens libre. Et il y a des kilos de règlements, de lois, de directives, et néanmoins je me sens libre. Donc comme quoi c'est pas du tout incompatible, de nouveau, hein, d'avoir un cadre, d'avoir des règles et de se sentir néanmoins libre. Le problème souvent à l'école, c'est quand en tant qu'enseignant on détient tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs, judiciaires. On fait tout à l'école quand on est enseignant ou quand on est catéchiste. Et ça peut créer une confusion. C'est-à-dire que si on discute beaucoup avec les enfants des règles, alors peut-être au début c'est bien, la première fois qu'on les voit, ou la première semaine d'école, on discute des règles, mais après on ne les discute plus. Vous voyez, ces trois pouvoirs, ils sont séparés dans nos systèmes démocratiques, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a un lieu de la discussion, hein, le législatif, il y a un lieu de l'exécution. Maintenant, on ne discute plus. Et la règle, elle est posée, on l'applique. Et puis, il y a un lieu du judiciaire. Je fais quoi s'il y a transgression de la règle? Et je pense que ça, c'est très, très révélateur du fonctionnement qu'on devrait avoir avec les enfants. Avoir des règles, les discuter, les appliquer et sanctionner si nécessaire. Et vrai, dans l'apport théorique que je ferai tout à l'heure, il y a vraiment ces trois niveaux. Ces trois niveaux-là. Mais il ne faut pas discuter tout le temps. Notamment si vous êtes avec un groupe d'ados, ils sont terribles, les ados. Là, j'en discutais hier encore avec un collègue dans l'école où je bosse à Sierre. Il est en 8e, avec des 8H. Il me disait, mais ils sont pré-ados, et c'est incroyable, ils discutent de tout. Je leur donne une consigne et ils la remettent en question. Donc, on pose des règles au début de l'année, mais elles sont tout le temps rediscutées. Et puis, je lui ai dit finalement un petit peu ça. Je lui dis, mais tu ne crois pas que justement qu'il y a peut-être une confusion de moments et de rôles? C'est plus le moment de discuter maintenant. Vous avez sûrement discuté des règles au début de l'année. Maintenant, c'est plus le moment de les discuter, c'est le moment de les appliquer. Alors voilà notre Rousseau national. C'est de nouveau un petit peu la même idée, mais il me semble qu'il y a encore autre chose dans ce qu'il dit là. Les règles ont été si bien expliquées pour le bien de l'enfant qu'il y a adhéré. C'est ça. C'est ça. C'est l'importance de l'explicitation des règles. Souvent, quand on gère un groupe, on le gère un peu de manière implicite. Et puis on va un peu au coup par coup. Ce gamin-là, il nous énerve, alors on le sanctionne. Mais en fait, on le sanctionne un peu sous le coup de la colère. Donc on n'a pas anticipé, on n'a pas annoncé les règles. Et les enfants ne savent pas quel est le cadre dans lequel on souhaite fonctionner. Et si ça, c'est pas posé, c'est un peu toujours la douche froide. C'est-à-dire, un jour, on a un peu de meilleure humeur, on laisse passer des choses. Puis la fois suivante, on est de moins bonne humeur parce qu'on a mal dormi, puis on laisse pas passer. Et puis comment l'enfant il peut se situer par rapport à ça? C'est pas possible. L'enfant il a besoin d'un cadre qui soit défini, mais qui soit explicité aussi. Ça c'est ok, je tolère, puis ça je tolère pas. Et puis il y a des moments aussi où je tolère et là je tolère pas. Il y a par exemple des moments où vous êtes avec les enfants où on peut être dans quelque chose de très interactif, où les enfants ils interviennent un petit peu comme ils pensent, comme ils veulent. Et puis il y a d'autres moments où vous avez un retour au calme. Et là, vous redites aux enfants, écoutez, oui, alors maintenant on a discuté, maintenant j'aimerais que vous écoutiez. Hein, alors par exemple, on peut leur dire, les yeux dans les yeux, les oreilles vers moi, ok, voilà. Et là, je donne la consigne, par exemple, dans un climat qui est tout à fait clair. Mais ça a été explicité, c'est-à-dire que les enfants savent qu'il y a des moments où on discute, puis il y a des moments où on écoute, et puis il y a des moments où on travaille en groupe. Et puis quand on fait un travail en groupe, eh bien, il y a des moments où on a le droit à la parole, puis il y a des moments où on écoute. La règle du lever la main, par exemple, est-ce qu'elle est explicite? Est-ce qu'on sait à quel moment on doit lever la main? À quel moment nous on donne la parole? À quel moment la parole elle est plus libre? Il me semble qu'il y a de ça. Hein. Est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Mais est-ce qu'ils sont clairs? Ce que vous voulez qu'ils fassent? Donc sortir de l'implicite des règles et être dans l'explicite et l'application des règles. On retrouve un peu l'histoire des trois pouvoirs en fait. Hein.
sais pas si vous connaissez l'humoriste Elie Moon. Très intéressant ce qu'il dit là aussi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Ouais, sûrement que il avait un beau potentiel. Un extraverti. C'était apprécié, pas apprécié. Oui, dans les groupes, on a des lycées Moon, hein, des clowns. Le clown du groupe ou le clown de la classe. C'est par les camarades, peut-être pas par l'enseignant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et à quelles conditions il pourrait être apprécié et par les camarades et par l'enseignant? Dans un moment donné, C'est de nouveau l'histoire du cadre, hein. Il y a des moments où on peut, puis des moments où on ne peut pas. Alors ça, c'est au niveau de la forme, hein, puis au niveau du fond. Quel type d'humour, hein? Si je ris parce qu'un copain a donné la mauvaise réponse, ça, c'est intolérable. Mais là, vous voyez, il y a aussi une clarification pour nous en tant qu'adultes. Je tolère quoi dans une classe? Est-ce que j'admets qu'on rit? Oui, probablement, mais à quelles conditions? Et dans quel cadre? Et quel type d'humour? Est-ce qu'on est dans un humour bienveillant ou bien est-ce qu'on est dans la moquerie? Et là aussi, hein, je pense que c'est bien qu'on soit au clair. Comment vous gérez, vous, les Elie Moon de vos groupes? On doit être content, moi je dirais, d'avoir des. Parce que ça apporte une certaine. Je sais pas, c'est quelque chose qui nous apporte quelque chose. Plutôt que d'avoir. Oui. Toujours, si on a un enfant qui ne fait pas de bruit ou n'importe, on dit c'est pas normal. Oui. C'est-à-dire qu'un jeune comme ça, ben, c'est une richesse, moi je trouve. Oui, absolument. Ouais. Après, c'est sûr qu'il faut donner des règles, comme on dit au début, mais c'est une richesse. Oui, absolument. Les études en pédagogie ont montré que quand on demande à des enfants quel est pour vous l'enseignant idéal, ils citent très rapidement l'humour. Très rapidement. Donc ils aiment bien un enseignant effectivement qui a un cadre. Alors les enfants n'aiment pas des enseignants, des adultes qui n'ont pas de cadre. Alors c'est rigolo au début, hein. Le remplaçant qui débarque dans la classe, un jour ou deux ça va bien, s'il se fait danser sur le ventre. Après 3 ou 4 jours, les enfants n'en peuvent plus. Donc c'est aussi, ça peut paraître aussi un peu paradoxal. On dit bon sang, mais ils ont beaucoup de liberté, d'autonomie. Ils aiment pas ça parce qu'ils sentent bien que c'est pas normal qu'on a un rapport de ce type-là avec un adulte. Donc l'humour, oui, hein, c'est une des qualités qui est appréciée par les enfants. Mais après, il faut être capable de récupérer le groupe. Donc, vous voyez, si vous êtes tout le temps à cran parce que vous avez à tout moment crainte que ça parte en cacahuète, ça va pas. Donc, c'est de nouveau le lien entre le cadre. Si le cadre est posé, les règles sont claires et les enfants savent ce qui est tolérable ou pas, alors à l'intérieur du bac à sable, on peut jouer beaucoup. Puis non, on peut jouer avec les enfants aussi. Et puis, ils peuvent jouer entre eux. Parce qu'à l'intérieur, on sait qu'on est dans un climat de respect mutuel, de bienveillance et un climat qui est cadré. Et puis peut-être aussi une dernière chose pour Elie Moon, il faut arriver à gérer ces élèves-là parce qu'en fait, ce qu'il dit là, hein, à l'époque, j'avais un public tous les matins. Vous voyez, si vous êtes dans une activité de groupe et que ce n'est pas le moment et qu'Elie Moon, il fait un gag, vous devez être aussi capable de recadrer et peut-être d'ignorer. Si ce n'est pas le moment, alors il faut ignorer. Et ce que dit Elie Moon là, c'est que souvent, en tant qu'adulte, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne un public à cet enfant clown. Vous voyez, typiquement, vous avez une salle de classe, vous avez mis les enfants en travail de groupe, et puis à un moment donné, vous avez un enfant dans un groupe qui fait de l'humour, qui plaisante, etc. Vous êtes derrière votre bureau, par exemple. Julien, ça va pas du tout ce que tu fais là en ce moment. Vous êtes en train de créer un public pour Julien. Vous avez tout intérêt, j'y reviendrai tout à l'heure au niveau théorique, à aller vers le groupe et à faire une petite remarque à Julien, discrète. Parce qu'autrement, de nouveau, si vous faites des interventions disciplinaires fortes, massives, pour tout le groupe, alors que ça ne concerne qu'un enfant, vous lui attribuez un public. Et c'est exactement ce qu'il attendait, Elie. Il attendait un public. Et vous, c'est magnifique, vous lui créez le public. Vous voyez, il fait le clown et vous le mettez en scène. Sans vous,
il n'aurait pas eu de public. Donc, comment vous... Et ça, souvent, en tant qu'adulte, on a tendance à renforcer un comportement problématique parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'attend l'enfant. Et même la sanction, elle peut être vécue par l'enfant comme un renforcement positif. Parce qu'il existe à travers vous par la sanction, même dans un comportement négatif. Donc ça, on essaiera de voir tout à l'heure aussi, hein, quelle attitude avoir avec ces enfants clowns, hein, en restant bienveillant, mais en leur attribuant pas une place qui ne devrait pas être la leur. Par exemple, à ce moment-là, quand il y a un travail de groupe. Toto, vous en pensez quoi, vous, de Toto? Il y en a beaucoup des photos dans les Ah, il y en a pas mal des Totos. faut essayer d'intéresser ceux-ci. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait de Toto quand on a un groupe en catéchèse ou en paroisse? On fait quoi de ce Toto par rapport à la gestion de la discipline du groupe? On va essayer de cibler un intérêt. Oui, Et de mettre en valeur sur cet intérêt, puis d'intégrer cet intérêt à ce qu'on présente. c'est ça, oui. De connaître mieux, d'observer. Parce que s'il s'ennuie toute la journée à l'école, c'est que, voilà, il ne trouve pas son compte. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a des Totos qui s'ennuient parce que c'est trop compliqué pour eux. Puis il y a des Totos qui s'ennuient parce que c'est trop simple pour eux. Donc c'est pas facile, hein. Je parlais tout à l'heure de la différenciation pédagogique, c'est bien ça. Essayer de tenir compte des Totos, mais quand il y en a 25 dans une classe, comment on peut différencier? Alors, bien sûr, c'est différencier, c'est pas individualisé. On va pas faire 25 programmes individuels. Mais il y a quand même à tenir compte, hein, des Totos qui pourraient devenir perturbateurs dans un groupe parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans l'activité. Alors, en fait, nous, avec le KT, c'est un petit peu différent parce qu'on les a qu'une heure et qu'en une heure, on doit gérer ce qu'une maîtresse va gérer dans une journée. Oui. Donc, nous, le toto qui vient en traînant les pieds et déjà sur le chemin, un chemin à faire, bah, inévitablement, on est déjà en condition. Oui, c'est vrai. Donc, on va pas perdre, entre guillemets, les 10 minutes à régler son comportement pour pouvoir l'intéresser. Et en même temps, ben, si, il va falloir, parce que sinon on perd toute notre heure. Quoi. Oui, vous voyez, quand vous dites régler son comportement pour pouvoir l'intéresser, je pense qu'il faut inverser. Et vous verrez dans les 3 types de mesures que je vais vous proposer tout à l'heure, je pense que oui, quand on parle de gestion de discipline en classe, on a tendance à penser sanction, punition. Or, la gestion de la discipline, c'est d'abord une gestion organisationnelle, didactique, on pourrait dire, et motivationnelle. Qu'est-ce que, quand je suis chez moi et que je prépare la séance d'enseignement, comment je mets ça en place? Quel dispositif pédagogique je mets en place? Vous réglez le 90% des problèmes de discipline si vous réglez en amont par un dispositif pédagogique qui engage les Totos dans l'activité. Parce que l'enfant, s'il dérange, c'est probablement un indicateur d'autre chose. Il ne dérange pas pour déranger. S'il était passionné par l'activité, puis il comprend le sens, et puis il est motivé, et puis que c'est adapté à son niveau, en général, ils s'engagent, les enfants. Ils ont un potentiel motivationnel qui est énorme, les enfants. Et dans notre nature humaine, on est naturellement motivé. Et quand on n'est plus motivé, ça veut dire qu'on a cassé quelque chose. Donc, comment je peux mettre en place un dispositif pédagogique qui engage Toto? Et puis Toto, il dit plus ça. Il dit, mais moi, je me réjouis parce qu'on a de nouveau la catéchiste qui vient dans la classe demain matin. Donc, il est dans une disposition positive, avant même d'arriver en classe. Donc régler la discipline, c'est déjà peut-être par défaut. Parce que ça n'a pas marché avant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner. Vous verrez, dans les mesures, il y a aussi la sanction, bien sûr. Mais la sanction, elle devrait venir seulement dans un deuxième, voire dans un troisième temps. Dans un premier temps, ce n'est pas d'abord comme ça qu'on doit envisager la gestion de la discipline. Oui? J'ai une question. On a parlé du niveau, et évidemment, du niveau, on a la possibilité de l'ajuster. Mais si un enfant, dans l'éducation religieuse, a décidé, il ne veut pas. Mais c'est les enfants des parents qui veulent. On a quand même une responsabilité envers les parents
et on a un enfant qui ne veut pas, qui a décidé de ne pas vouloir et qui dérange tous les autres. Oui, oui, ça c'est sûr, hein. C'est sûr, c'est sûr. L'enfant, s'il est contraint, c'est l'histoire du bac à sable, hein. S'il est contraint, finalement tu viens là, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que certaines fois vous faites une activité qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais si vous choisissez de la faire, vous la faites volontiers. La même activité imposée, elle vous paraît insupportable. Je vous donne un exemple personnel. Moi, j'écris des bouquins. C'est un job de fou. Moi, quand je commence l'écriture d'un bouquin, je passe toutes mes soirées, mes week-ends, mes vacances à faire ça. Merci à ma famille, en parenthèse. Mais je me dis, mais si la HEP m'imposait ça, je sais, vous êtes fous. Vous croyez que je vais passer mes soirées, mes week-ends à faire ça? Pourtant, c'est exactement la même activité. Donc, effectivement, dès qu'on impose de l'extérieur, ça rend la chose beaucoup plus compliquée. Donc, l'idéal, bien sûr, hein, c'est qu'ils aient le choix. Mais après, le choix, ça ne veut pas dire nécessairement le choix de venir ou pas, mais quel choix vous laissez dans l'activité elle-même que vous proposez. Vous travaillez une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure avec les enfants. Est-ce que vous leur accordez du choix? Chaque fois que vous leur accordez un petit peu de choix, c'est mieux. Vous voyez, je vous donne un exemple. Vous faites une activité X. Vous dites aux enfants, écoutez, j'ai prévu cette activité-là aujourd'hui, j'aimerais bien que vous travailliez, par exemple, je ne sais pas, sur Moïse, traverser la mer morte, etc. C'est ça le thème, l'objectif, il est clair pour vous. Mais si vous voulez, vous pouvez travailler en petits groupes, j'ai prévu une activité pour ça, mais si vous préférez travailler à votre place, dans le livre à la page 47, vous avez l'histoire de Moïse, et puis si vous préférez encore, troisième possibilité, venez avec moi au fond de la classe, pour ceux qui préfèrent travailler avec moi. C'est un micro-choix. Mais ce choix, il les engage. C'est-à-dire que dès qu'ils font le choix, ils sont déjà un peu dans l'activité. Pourquoi? C'est parce que l'enfant, s'il préfère travailler avec son copain plutôt qu'avec vous, c'est qu'il s'entend très bien avec son copain. Donc, à partir du moment où il a fait le choix, il a déjà fait un premier pas dans l'activité. Donc, vous voyez, c'est pas des choix existentiels, la religion par la religion ou la catéchèse par la catéchèse. Ça peut être des micro-choix. Mais dès que vous proposez un micro-choix, vous engagez les élèves. Et ça, c'est très souvent possible de le faire dans le dispositif pédagogique. Oui. Et si l'enfant a principalement pris la décision qu'il ne voulait pas être là, alors il est plus ouvert à ses choix, c'est la même chose. Là, je n'ai pas de niveau à ajuster parce qu'il n'est pas réceptif à une question de niveau, à une question de choix. Oui. Mais le choix, c'était d'y aller avec les gens qui ne participent pas à oui. cette éducation religieuse, qui fait une partie de sa classe. Oui. Ça, j'en parlais tout à l'heure aussi, c'est une excellente remarque. Je pense que quand on parle de gestion de la discipline et du groupe, il faut parler de deux choses différentes. D'abord, nous, ce matin, on travaille plutôt sur comment on gère un groupe d'enfants qui vient au catéchisme. Bon. Maintenant, il peut y avoir des problématiques individuelles. Et ça, il me semble que là, vous faites référence plutôt au petit toto qui vraiment vous pose problème chaque fois. Dans cette approche-là, je pense qu'il faut avoir une approche individualisée. Et ça, j'en parlais aussi tout à l'heure. Je pense qu'avec ces enfants-là, peut-être que, mais écoute, maintenant, ça fait 3 ou 4 semaines. Chaque fois que tu viens, ça se passe mal. Moi, j'aimerais qu'on en parle. Et peut-être qu'il faut qu'on voie tes parents. Il faut peut-être qu'on parle de ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que tu es réticent, que tu veux pas rentrer dans les activités que je propose. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il faut presque avoir une approche de type un peu enseignant spécialisé. Et c'est ça qui distingue l'enseignement régulier de l'enseignement spécialisé. L'enseignant régulier, il s'occupe d'un groupe. Quand il enseigne du français, de la conjugaison, il s'occupe du groupe. Puis à un moment donné, moi mon travail, c'est ça. C'est dire, oui, mais alors, la plupart des enfants, heureusement, ils rentrent dans l'activité, celui-là pas. Et de manière récurrente. Et là, vraiment, il faut une approche individualisée. Mais j'en reparlerai tout à l'heure à un niveau théorique. Mais je pense que c'est bien de distinguer les deux choses. Effectivement, certaines fois, peut-être qu'il faut même que vous demandiez à l'enseignant titulaire de classe, mais avec cet enfant-là, ça fait des semaines que ça dure, est-ce qu'on ne pourrait pas voir les parents, discuter, peut-être reposer, chercher une solution, et comment il est en classe avec toi, et comment il est avec moi, et là avoir une approche un peu plus individualisée. C'est du vécu. Hein. Ceci? Non, ce que vous venez de dire. Ah d'accord, ok. L'approche individualisée, la relation avec l'institutrice. Ouais. Hier, j'ai une institutrice qui m'a dit « Vous êtes très autoritaire
Alessio ne veut plus venir. J'ai eu sa maman au téléphone. Je lui ai dit, mais c'est dommage que vous ayez appelé, pourquoi elle ne m'a pas appelé moi? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, je lui dis, oui, je suis autoritaire, je viens de prendre la classe en janvier en remplacement. Oui, Donc, je mets les bases. oui, Alors, bon, elle était un peu étonnée. Eh ben, voilà. Bon. Moi, je les ai qu'une heure, je lui ai dit. oui, Donc, en une heure, je suis obligée de cadrer très, très vite. c'est ça. L'enfant, pendant le cours, je lui ai dit, mais pourquoi tu as dit à ta maman d'appeler la maîtresse? Tu me trouves autoritaire? Alors là, je ne savais plus pourquoi dire. Oui, Et puis, je lui ai dit, c'est quand même dommage, parce qu'on aurait pu en parler tous les deux. oui, c'est ça. Et comme par hasard, ils étaient les trois que j'avais pris la semaine dernière avec la maîtresse pour les recadrer. Comme par hasard, ils étaient des amours. Ouais. Et je leur ai dit, mais c'est génial. Donc, il a suffi que je lève un peu le ton. Et maintenant, ça roule. Oui, Alors, par contre, vous sachez que j'ai le numéro de vos parents. Donc, la prochaine fois, c'est moi qui appellerai vos parents. Oui. Je ne passerai plus par l'insti. oui, Alors là, ils ont fait une tête. J'ai dit, bah oui, parce qu'il faut dire les choses honnêtement. Vos parents, vous leur avez dit que j'étais autoritaire, donc ils se sont dit, oh, les pauvres petits chéris, ils sont drôlement malmenés. oui. Voilà. Et bien maintenant, ils savent que je peux téléphoner. C'est la vérité. Ça me permet de faire une remarque aussi qui est en lien avec ça. Si l'enfant, il est pris dans un conflit de loyauté parce que les adultes qui gravitent autour de lui dysfonctionnent, il est pris en otage. Et ça, c'est terrible pour l'enfant. Donc effectivement, dans ces cas-là, on a intérêt à se mettre autour de la table. Et vous voyez, quand l'enseignante, la maman appelle dans ce cas-là l'enseignante pour parler de vous, on est mal barré. On commence à trianguler. Et puis après, si l'enseignante, elle dit pas, alors c'est bien qu'on se voit et qu'on en parle à 3 ou à 4, on risque d'entrer dans ce qu'on appelle des offres de coalition. Vous voyez, l'offre de coalition, c'est la maman qui appelle la maîtresse pour critiquer. Si la maîtresse, elle n'est pas suffisamment objective, bienveillante et dans cette posture de respect mutuel, elle peut dire ouais, mais c'est vrai qu'elle, je la connais, elle est autoritaire. Si elle fait ça, on est foutu. Parce qu'elle entre dans l'offre de coalition. C'est-à-dire qu'on est 2 contre 1. Et comment vous voulez vous voir et discuter de manière bienveillante et respectueuse si vous entrez dans des offres de coalition? Mais ça, faites gaffe aussi si vous avez des enfants. Quand votre gamin il rentre de l'école, il dit mais tu sais pas la maîtresse qu'elle a fait aujourd'hui. C'est pas vrai, elle a fait ça la maîtresse aujourd'hui. Mais oui, quand vous dites ça, vous avez une offre de coalition de votre enfant et vous êtes en train de faire front contre la maîtresse. Et vous faites beaucoup de tort à votre enfant quand vous faites ça. Parce que l'enfant, comment il va retourner le lendemain en classe à 8 heures? Alors c'est une fois ou l'autre, c'est pas trop grave. Mais si c'est récurrent, l'enfant, il perd confiance. Il doit faire le choix. Hein. Soit il fait confiance à ses parents, soit à la maîtresse. S'il fait le choix des parents, ce qui est évidemment pratiquement toujours le cas, hein, eh ben il va vivre une année difficile. Parce que chaque fois qu'il va venir en classe, il va dire bon sang, de toute façon, hein, la manière dont parlent les parents. Et puis il pourrait commencer à poser des problèmes de comportement. Parce qu'il se trouve pris dans un conflit de loyauté. Qui je choisis dans la relation? Donc là aussi, ça peut créer des problèmes de comportement, hein, ce type de dysfonctionnement entre adultes autour de l'enfant. Oui. Caroline, je crois que tu voulais parler. Oui, je voulais juste dire qu'il y a quand même énormément d'enseignants qui sont anti-religion et anti-catéchisme. Alors, si vous faites appel à l'enseignant en lui disant « j'ai un problème avec tel ou tel élève, je n'arrive pas à le résoudre », en gros, c'est de toute façon, madame, votre cours n'est pas intéressant, la religion, ça n'a aucune importance, donc je n'entre pas en matière. Donc là, avec la meilleure gestion de classe, la meilleure bienveillance, vous vous confrontez à un prof qui n'en a, entre guillemets, rien à faire et qui va même transmettre à l'élève l'idée que s'il se comporte mal en classe, de caté, c'est pas grave, de toute façon, cette leçon ne sert à rien et inutile. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce que ça nous arrive de plus en plus fréquemment. Ouais. Vous avez compris la question, ce décalage entre les valeurs. Hein. Effectivement, on est dans des termes assez sensibles quand même, sur des valeurs, sur un engagement, etc. Bon, moi, j'ai pas de solution miracle, mais souvent dans ces histoires-là, vous voyez, on distingue le contenu de la relation. Et ça, c'est une clé de lecture qui est vraiment essentielle. Mais aussi pour la vie de famille, pour la vie de couple. Vous voyez, souvent, on a un conflit
autour d'un contenu, mais le contenu, c'est le prétexte à la relation. Et il me semble que c'est un petit peu ça dans ce que vous dites là, c'est-à-dire qu'on parle du contenu du cours. Or, la discipline, c'est une question de gestion de la relation. Je vous donne un exemple très concret qu'on a vécu cette semaine avec une de nos filles par rapport à la lessive. C'est vraiment du vécu, ça nous arrive plusieurs fois. Bah, la lessive était pliée devant la machine à laver, et puis une de nos filles, elle devait prendre les chaussettes et puis les ranger dans l'armoire. Et puis, il y a eu un conflit entre nous et puis notre fille par rapport à ça, parce que c'est la 10e fois qu'elle ne rangeait pas les chaussettes dans l'armoire. Vous voyez, vous pouvez, dans un conflit comme ça, discuter des chaussettes. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Dire, bon sang, mais ces chaussettes, tu vois bien que si elles traînent là, elles prennent la poussière, enfin, puis en plus, ça gêne, parce que, voilà, devant la machine à laver, chaque fois qu'on passe pour aller à la salle de bain, on doit enjamber ses chaussettes. Et, vous voyez, on parle des chaussettes. Et en fait, c'est pas des chaussettes qu'on doit parler. Parce que les chaussettes, c'est une chose. Mais après, c'est ranger la chambre, c'est comment on vit en famille, en fait. Comment on se respecte ou pas dans les tâches que chacun doit réaliser. Et vous voyez, souvent, on est pris par le contenu, alors que le conflit, il est autour de la relation, et que le contenu, c'est un prétexte. Et ça, c'est très souvent le cas. C'est très, dans un vie de couple aussi. De quoi en cause, je veux dire, de quoi en cause? Nous, par exemple, avec ma femme, on a beaucoup de problèmes avec la machine à laver. La vaisselle. La vaisselle. Elle me dit tout le temps, mais tu dois rincer avant de mettre dans la machine. Et moi, je lui dis tout le temps, mais c'est une machine à laver. Le rinçage est inclus. Voilà. Alors, on peut discuter de la vaisselle, hein, et du rinçage ou pas, mais on n'est pas là-dessus, quoi. C'est finalement, on est dans qui fait quoi. Dans qui fait quoi. Et puis dans la relation qu'on a, nous, dans le couple, par rapport à une tâche, puis c'est un prétexte, parce que ça nous arrive pas seulement par rapport à la machine à laver, mais par rapport à d'autres choses. Comment on vit en famille, en fait, hein, et qui a la responsabilité de quoi dans la vie de famille. Alors peut-être, j'ai fait peut-être un peu un détour, mais est-ce que quand on parle du contenu de l'enseignement, est-ce qu'on parle vraiment de l'objet qui est problématique? Parce que finalement, les enseignants, ils n'ont pas le choix de ça. Donc moi, j'aimerais sortir peut-être de ça, mais moi, j'aimerais qu'on parle d'autre chose, parce que je pense que c'est pas l'objet. C'est pas l'objet. Voilà. Ok, j'avance peut-être. Oui. Par rapport à la situation, je viens juste parler dont parlait Clotilde. Si je comprends bien, quand on est face à la situation, ce qu'il faut, c'est aller vers l'enseignant, si j'ai bien compris. Enfin, ça sert à rien d'essayer de gérer nous-mêmes, finalement. C'est tout de suite essayer d'aller en réseau. Oui, c'est exactement ça. Oui, exactement ça. Moi, je vous conseille même, notamment par rapport à la situation qui a été présentée maintenant, quand vous arrivez dans une nouvelle classe avec un nouvel enseignant avec qui vous devez collaborer en début d'année, demandez-lui de prendre un peu de temps pour clarifier qui fait quoi et comment. De nouveau, c'est une histoire de la transparence. Comme avec les enfants, il faut être transparent sur les règles de fonctionnement. Je pense aussi avec les collègues. Toi, tu vois comment mon rôle? Est-ce que j'interviens dans la classe, à l'extérieur de la classe, avec quel groupe d'enfants, quel horaire? Et puis, comment tu vois, par exemple, toi, la gestion de la discipline? Quelles règles tu as en classe avec tes enfants? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? C'est peut-être plus facile pour les enfants si les règles sont les mêmes dans la classe, ou bien quand vous les prenez dans une autre salle. Et chaque fois qu'on est transparent, qu'on verbalise, qu'on identifie et qu'on pose des choses, ça se passe mieux. Souvent, il y a des conflits parce que les choses, elles ne sont pas dites. Et peut-être que quand il y a des conflits avec le titulaire, c'est peut-être aussi ça. C'est peut-être que les choses n'ont pas été dites au début de l'année. Et c'est toujours mieux de dire avant. Parce qu'une fois que les choses sont installées, c'est beaucoup plus compliqué d'en rediscuter. Parce qu'on remet en cause un fonctionnement qui est déjà là, inscrit depuis plusieurs semaines dans le fonctionnement. Oui. Alors, je sais aussi que celle qui a intervenu avant, Caroline, le fait, ça me semble très important. Je pense qu'il faut absolument qu'entre l'enseignant et le catéchiste, on ait conscience qu'on a aussi des mêmes objectifs. Mener l'enfant à s'épanouir, à se développer. Et pour ça, je pense que le contact avec l'enseignant est extrêmement important. Et surtout, compter sur son expérience et sa connaissance de la classe.
J'ai jamais rencontré un enseignant qui a refusé de me donner des conseils lorsque, par exemple, j'avais des difficultés avec un élève ou avec l'autre. Ça me semble très important parce que ça lui donne un rôle aussi et une responsabilité. Et sa responsabilité première, c'est quand même la gestion de la classe. Oui. Et la catéchèse fait partie. Mais c'est ça. Ce que tu dis là, c'est de nouveau la distinction entre le contenu et la relation. Il y a un contenu d'enseignement, mais ça, ok, c'est mon job, hein, la partie catéchiste. Mais après, il y a la relation qui s'installe autour du contenu. Et c'est vrai que les enseignants sont des experts en gestion de groupe. Et effectivement, ils peuvent être d'une aide pour vous aider aussi s'il y a un groupe qui est problématique. Comment toi, tu fais avec le petit Toto en classe? Je vois que chez toi, il ne bouge pas, puis avec moi, il est insupportable. Comment tu fais avec le petit Toto? Parce qu'on les a qu'une heure, oui. Elles les ont tous les jours. Bien sûr. Donc, inévitablement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et puis, début d'année, moi, je suis désolée, j'arrête pas de le dire, rencontrons qu'il y ait une réunion avec les parents, qu'on soit présenté aux parents de la classe et à l'instit. Oui. C'est pas à nous, lambda, qui tombons du ciel, qui allons dire, ah ben voilà, je suis la catéchiste, on se fait une réunion. Mais non, oui. Il y a certainement des réunions avec les parents, et ben on vient, on se présente et hop, oui. Parce que là, les parents, bien sûr qu'ils n'ont qu'un référent d'instit. Donc c'est facile, ils ne vont pas oser appeler la catéchiste. Ouais. On n'est là qu'une heure. Je suis remplaçante. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Ça va pas. C'est dès le début de l'année qu'il faut. Et il faut qu'on ait un consensus. Oui. La catéchèse de l'école de Gilisier, tout le monde, et les catéchistes sont là. Et on est présenté, l'équipe. Comme ça, ils ont tous les visages. Nous, on a tous les instits. Et même la directrice, hein, parce qu'elle fait aussi partie du Raoul. Hein. Et nous, parce que sinon, on n'est pas connus. Oui. On n'est pas connus et on n'a pas de soutien. On ne se sent pas soutenu. Il y a plusieurs types d'autorité. Et ce dont vous parlez là, c'est ce qu'on appelle l'autorité de statut. C'est-à-dire qu'il y a un statut qui vous donne déjà une autorité. Et là, par exemple, quand on bosse avec les stagiaires à la HEP, on leur dit, mais quand vous allez en stage, vous êtes enseignante et enseignant. Vous n'êtes pas la petite stagiaire qui arrive là puis qui ne sait pas trop comment. Non, vis-à-vis des enfants, alors vis-à-vis du praticien formateur, du maître de stage, vous êtes effectivement en apprentissage hein, de votre métier d'enseignant, mais par rapport aux enfants, non. Vous avez le même statut que l'enseignant. Et la manière dont l'enseignant présente la stagiaire au début du stage, c'est déterminant pour ça. Pour lui donner un statut d'enseignante dans la classe. Dorénavant, il sera 2 enseignants dans la classe. C'est quand même autre chose que de dire ouais, la stagiaire qui vient là 4 semaines pour apprendre son boulot, hein, parce qu'elle est au tout début. Ça aide pas, évidemment. Ouais. Ok, je vais passer un peu plus rapidement sur les. Je veux quand même vous les montrer parce qu'elles sont assez rigolotes, c'est bien. Et puis après, je vais vous faire l'apport théorique avant la pause. Bon, l'exercice est le même pour tout le monde, grimper à l'arbre le plus vite possible. C'est une image qu'on montre pour parler avec nos étudiants de la différenciation pédagogique, en disant, quand vous avez un groupe, il ressemble à ça, votre groupe. On a l'impression qu'ils sont à peu près homogènes, hein. Ils ont tous à peu près la même taille, même coupe de cheveux. Mais non, c'est ça. Quand vous avez un groupe, vous avez ça. Donc, comment je prends en compte, on en parlait tout à l'heure, hein, les différences dans le groupe? C'est de nouveau un peu l'histoire du petit Toto. Un extrait là d'un texte de Daniel Pénac, Chagrin d'école. Vous connaissez peut-être Daniel Pénac, donc je vous laisse lire ce texte. Je ne sais pas si c'est lisible pour ceux qui sont à distance. Oui, ça va. Ça va. Oui. J'aime beaucoup ce petit texte. Daniel Pénac a été élève en échec, hein, et puis après il est devenu enseignant. Et puis il a écrit cet ouvrage qui est magnifique, qui s'appelle Chagrin d'école, où il explique un peu son parcours d'élève en difficulté, puis comment il est devenu enseignant, et comment certains enseignants l'ont aidé
à s'en sortir dans ces difficultés, notamment ce monsieur Ball. C'est magnifique, hein, pétri de sa matière et de ses élèves. Ce qui veut dire aussi, c'est que si on est nous-mêmes motivés par ce qu'on enseigne, hein, on risque bien de motiver nos élèves. Donc c'est contagieux. Hein. Et si on y va un peu à reculons, les enfants, ils le sentent aussi. Hein. Donc comment être pétri de sa matière, mais aussi de ses élèves. Hein. Et comment être bienveillant et aimer ses élèves. On n'ose plus parler d'amour en pédagogie, mais je pense vraiment on doit hein, aimer nos élèves et ils le ressentent aussi. Et M. Ball, hein, il avait cette double relation positive au savoir, mais positive aussi à ses élèves. Voilà l'importance du stop, on en a parlé. Platon, vous voyez que c'est pas nouveau la question de la discipline. Je vous disais en introduction, il n'y a pas de groupe facile. C'est un peu ce qu'il dit aussi, c'est que finalement, si on fait rien, les enfants deviennent tyranniques, mais vraiment tyranniques. On parle maintenant beaucoup d'enfants rois. Ces enfants qui en famille n'ont plus de limites, n'ont plus de frustration. Et ben l'enfant roi, il devient l'enfant tyran, quoi. Si on pose pas le cadre. Et moi, je pense que l'école, vraiment, elle sauve certains enfants de cette posture tyrannique. Parce qu'à l'école, l'enseignant, il n'a pas le choix que de poser des règles. Avec 20-25 enfants dans la classe, il n'a pas le choix. Et si les familles ne le font plus, hein, heureusement que l'école le fait encore. Hein. Voilà, donc là, déjà, vous auriez pu, me semble-t-il, déjà noter quelques pistes hein, sur votre feuille. Je vous laisse quand même 2 minutes par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, s'il y a déjà 2 ou 3 choses que vous avez envie de noter avant de vous faire le petit apport théorique. Oui. Celle-là, simplement, si dans la discussion qu'on vient d'avoir, il y a des pistes hein, qui vous paraissent... Non, la grille d'évaluation, vous ferez ça après la pause. Vraiment, s'il y avait des pistes qui vous paraissent pertinentes pour vous,
Ok. Alors, je vous propose maintenant de passer à la partie la plus difficile de la matinée. Je vais vous balancer un peu de théorie sur la gestion de la discipline et du groupe avant la pause, une vingtaine de minutes à peu près. Et puis, vous verrez qu'il y a pas mal d'éléments dont on a parlé qui vont revenir là. Mais le fait de poser au niveau théorique, ça permet un peu de structurer aussi la réflexion. Le PowerPoint, je vais te le transmettre. Et puis, comme ça, vous pourrez l'avoir à disposition si ça vous intéresse. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Donc, n'hésitez pas à intervenir si nécessaire, même si c'est la partie un peu plus théorique. Alors, premier élément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à envisager la gestion de la discipline plutôt à ce niveau-là. On dit, mais gérer la discipline, en fait, c'est gérer les punitions. Vous voyez que pour Charles, ça c'est un Américain qui propose cette distinction-là, il y a deux niveaux avant ce niveau-là. Le premier niveau, ce qu'on appelle les mesures préventives, c'est tout ce qu'on fait en amont. Je vous disais, vous êtes chez vous, vous préparez votre séance, vous organisez bien, ça devrait rouler. En plus, l'activité est sympa et motivée. Donc, prévenir le mauvais comportement plutôt que corriger, 1 gramme de prévention vaut 1 kilo de mesures correctives. Vous voyez, souvent quand vous êtes dans les mesures correctives, c'est lourd, c'est pesant, mais vraiment dans le sens presque premier du terme. On sent qu'il y a quelque chose de lourd et difficile quand on passe là. Par contre, ça c'est léger, puisqu'on a planifié le truc, c'est sympa, l'activité est bien organisée, les transitions sont gérées, c'est fluide. En psychologie positive, on parle de flow, la fluidité. Vous voyez, des activités des fois avec les enfants qui se passent super bien. Il n'y a pas à gérer la discipline. Tout se déroule de manière fluide et sympa. C'est un bon moment. Et c'est un bon moment, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on a mis en place des mesures préventives. C'est pas par hasard, c'est vraiment parce qu'on a bien pensé à notre séance. Si ça ne marche pas, alors on va mettre en place des mesures de soutien. Les mesures des soutiens, c'est que vous aviez bien préparé votre séance, mais vous sentez que dans le groupe là-bas, c'est en train de dysfonctionner. Donc vous allez vers le groupe, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas bien compris la consigne? Vous voulez que je vous répète? Vous voyez, vous soutenez les apprentissages par une intervention discrète. Alors je vais développer ces 3 mesures-là, mais déjà que vous avez une idée des 3 types de mesures. Puis des fois, ça ne suffit pas, il faut sanctionner. Donc là, on va voir aussi effectivement comment on fait quand on sanctionne. Donc je vais reprendre maintenant ces 3 catégories de mesures. D'abord, les mesures préventives. Vous avez vu dans votre document, le document que vous venez de compléter, qu'il y a une partie qui s'appelle environnement. La manière dont vous gérez simplement l'espace et le temps, ça a une influence sur le groupe. Si vous entassez 15 gamins dans une petite salle, c'est un peu comme les rats dans une cage, ils se bouffent parce qu'ils n'ont plus l'espace vital. Donc vous voyez, organiser l'espace, organiser le temps, déjà ça, c'est plus ou moins favorable à la discipline. Oui. Cette année, j'ai la plus grande classe au catéchisme, j'ai passé les grosses élèves. Quand vous dites organiser l'espace et que j'ai mis ça à la disposition, on fait comment? On en a une grande salle. Mais quand on n'a pas le choix. Ah ouais, on fait avec, On fait avec. Il y a des fois, ça ouais. on a bien, mais... Ouais, c'est sûr, Mais ça me permet de faire une remarque plus générale. Dans toutes les pistes que je vais vous proposer là, à vous de voir. Moi, je pense que pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait une conjonction de différentes choses qui sont mises en place. Après, des fois, on n'a pas l'espace idéal, mais on a les autres éléments qui permettent quand même de bien gérer le groupe. Il n'y a pas besoin de mettre en œuvre tout ça pour que ça fonctionne. C'est vraiment des entrées dans la question, dans la réflexion. Et puis, des fois, effectivement, certaines choses ne sont pas possibles. Ou certaines choses, vous ne les sentez pas. Vous dites, mais ce truc-là, ouais, je comprends, mais c'est pas dans ma manière de faire. Bon, faites pas. Faites pas, parce que ça marche jamais. Si on ne sent pas le truc, de manière intuitive, on dit non, faites pas. Donc c'est vraiment des propositions. Mais après, effectivement, pour la salle, si la salle elle est ce qu'elle est, quoi. Ouais. Vous voyez, l'espace, tout devant, tout derrière. Les enseignants, quand ils changent les enfants de place, par exemple à la fin du semestre, souvent ils passent 1 heure, 1 heure et demie avec leur plan de classe pour essayer vraiment
hein, que celui-là, il sera mieux tout devant parce qu'il a des problèmes de concentration. Ces deux-là, je peux les mettre ensemble parce que lui, il va pouvoir aider son voisin. Enfin, vraiment, l'organisation de la salle de classe, elle est bichonnée par l'enseignant souvent parce qu'il sait que c'est une des conditions de la réussite. Après, les transitions, les temps morts, s'il y a du flottement, ça c'est très, très défavorable. Si vous avez oublié de faire les photocopies, puis de vite aller les faire en salle des maîtres, après, il faut un quart d'heure pour récupérer le groupe. Mais même si elles ne sont pas préparées sur la table, puis que de les fouiller dans vos serviettes, c'est déjà mal barré. Donc, soyez très attentifs aux transitions et aux temps morts. Les routines, moi je crois beaucoup à la ritualisation et aux routines. Si vous avez toujours un peu la même manière d'entrer dans l'activité, de piloter l'activité, de gérer les groupes et de sortir de l'activité, c'est mieux. Ça donne un sentiment de sécurité. Par exemple, je sais que certains profs en Valais, au CO, cycle d'orientation avec les ados, ils demandent aux enfants, quand ils rentrent dans la salle de classe, de se lever derrière leur chaise. Alors ça peut paraître un peu réac, moi je suis favorable à ça. Je trouve que c'est bien, parce que c'est une manière de montrer le début de l'activité. Et faites gaffe au tout début. Pensez à la manière dont vous engagez l'activité. Il faut engager et terminer une activité toujours dans le calme. C'est-à-dire que les enfants, ils arrivent dans la salle, ils sont peut-être excités, etc. Vous les faites s'asseoir ou même lever derrière la chaise. Hein, et puis vous dites maintenant tous les yeux ici. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Maintenant, ok, vous pouvez vous asseoir. Ritualiser ces moments d'entrée et de sortie. Et la sortie, c'est important aussi. Parce que souvent, la sortie, surtout ça, c'est mal passé. On a envie de leur voir les talons. Il faut soigner la sortie. Il faut qu'ils sortent dans le calme. Avant de sortir, je veux que votre place soit rangée, que la chaise soit tirée ou posée sur la table et que vous soyez derrière votre chaise. Et je vous dirai individuellement quand vous pouvez sortir. Julien, c'est bon, t'as rangé, c'est parfait, tu peux sortir. Ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment un gain sur le cours suivant où les enfants sauront que c'est vous qui avez le pouvoir et qu'on entre dans le calme et qu'on sort dans le calme. Si on s'est un peu excité, il faut qu'on retrouve ces moments-là. Donc il y a une alternance de temps où effectivement on fait une activité de groupe où les enfants parlent, puis des moments où vous reprenez le leadership de ce qui se passe dans la classe. Je crois vraiment beaucoup, beaucoup à la ritualisation. Dans les mesures préventives, les interactions, quel type de relation j'engage avec les enfants? Est-ce que c'est une relation de bienveillance? Est-ce que les enfants se sentent reconnus dans leurs besoins fondamentaux? Alors, les besoins fondamentaux, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la pyramide de Maslow. Maslow, il a déterminé les besoins de toute personne humaine, en fait. Puis il dit d'abord, tout au fond, il y a les besoins de survie. C'est par exemple l'enfant qui aurait pas suffisamment dormi, puis qui arrive excité en classe. Alors, il y a le sommeil, il y a le fait que les enfants doivent bouger, ils bougent de moins en moins. Donc, il y a vraiment des conditions de base pour répondre à leurs besoins. Donc, ça, c'est les besoins de survie. Créer les besoins d'appartenance. Est-ce que les enfants, quand ils arrivent dans le groupe, ils se connaissent entre eux? C'est pas seulement avec vous qu'ils doivent avoir une relation positive, mais aussi entre eux. Puis après, il y a les besoins de sécurité. Est-ce qu'ils sont en sécurité quand ils viennent chez vous? Et c'est vous, en tant qu'adulte, qui êtes garant de la sécurité. Donc, des règles. On n'est pas en sécurité s'il n'y a pas de règles. Et on n'est pas en sécurité s'il n'y a pas de routine et de ritualisation. Et on n'est pas en sécurité si on n'a pas un adulte qui est bien dans ses bottes, hein, bien dans ses baskets, qui a un tuteur justement pour les enfants. Et puis l'accueil de l'enfant. Hein, quand les enfants ils rentrent dans la salle, essayez d'avoir prêt déjà tout le matériel. Et puis accueillir chaque enfant. Ah, Julien, tu as le sourire, magnifique, viens, j'ai le plaisir de te voir ce matin, assieds-toi. Ou à regard, il rentre dans la salle, vous le regardez avec un sourire. C'est un petit geste. L'enfant, il se sent accueilli. Ça a l'air de rien, mais il se sent exister. S'il se sent exister par la qualité de l'accueil, peut-être il ne fera pas le fou, parce que peut-être il a besoin d'exister en faisant le fou.
Donc, vous voyez, tout ce qu'on met en place aussi en amont, hein, on n'est de nouveau pas dans les sanctions, là, on est des mesures préventives, ça va faciliter la gestion du groupe. Les règles, alors ça, c'est aussi à mettre en place en amont dans les mesures préventives. Les règles, on les retrouve dans les mesures préventives. On va évidemment les retrouver aussi hein, dans les mesures de correctives tout à l'heure. Et ça, je vous reparlerai de l'arbitre. Je pense qu'il faut avoir une position d'arbitre, comme sur le terrain de faute, quand on sanctionne. Ça me paraît une posture, la bonne posture pour sanctionner. Mais en amont, hein, prévoir les sanctions, prévoir les règles et les sanctions. Si dans votre tête, vous n'êtes pas au clair sur ce que vous tolérez pas, comment vous pouvez sanctionner? Risquez de vous énerver, de crier. Ça, c'est mauvais. Vous perdez la crédibilité quand vous énervez auprès des enfants. Puis si vous sanctionnez, alors, puis c'est comme ça, et puis recopie pour la prochaine fois à la page 47. C'est nul. C'est nul, recopier la page 47, parce que c'est une sanction qui n'a rien à voir avec le comportement problématique, ça j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Puis en fait, vous faites ça sous le coup de la colère, puis le gamin, il va se retrouver chez lui à recopier une page, mais ça n'a pas de sens pour lui. Donc il va revenir à cran la prochaine fois qu'il revient dans votre salle de classe. Donc de nouveau, tout ce qu'on peut fixer avant et être au clair dans notre tête d'adulte, c'est mieux. Puis on est plus confortable aussi quand on est face au groupe. De nouveau, là, hein, les trois pouvoirs... législatif, exécutif, judiciaire. Alors voilà pour les mesures préventives. Voici la deuxième catégorie, les mesures de soutien. Donc, ok, on a bien préparé, il y a un bon climat de classe, on a décidé des règles, mais ça va pas. Ça va quand même pas. Les mesures de soutien, elles se définissent toutes par des petites interventions discrètes qui régulent. C'est ça la définition des mesures de soutien. Je vous disais tout à l'heure, hein, Julien, ça, c'est pas une mesure de soutien. La mesure de soutien, elle est discrète. Alors, je disais, aller vers un groupe, redonner la consigne. Vous voyez un élève qui commence à bouger, même quand vous expliquez à tout le groupe hein, la proximité physique, vous continuez à parler, et puis cet enfant-là, il dérange, je vois, hein, avec son voisin, rien que le fait, hein, vous sentez là. Hein. Rien que le fait que je m'approche, ça suffit. Vous voyez, c'est la posture, c'est le non-verbal. Vous parlez au groupe et puis vous jetez juste un regard dans les yeux d'une personne qui est au fond de la salle, puis vous reprenez le groupe, elle a compris que je l'avais regardé. Donc, vous voyez, c'est discret, on ne casse pas le groupe, on ne casse pas la dynamique. Parce que souvent, ces interventions massives, elles cassent. Ça se passait bien pour 15 élèves sur 16, et puis d'un coup, tous les élèves lèvent la tête, parce que vous intervenez pour cet enfant-là. Mais pourquoi vous n'allez pas vers lui? Puis discrètement, vous faites ça. Ces mesures-là, c'est aussi, ça reviendra tout à l'heure, mais les enfants doivent penser que vous avez un œil derrière la tête. C'est-à-dire que ce qui impressionne beaucoup les enfants, c'est que vous avez des tableaux, puis vous écrivez « Julien », ça les impressionne beaucoup. Parce qu'en fait, ils ont l'impression, ce n'est pas le cas, mais il faut qu'ils aient l'impression que vous maîtrisez tout le temps. Tout le temps. Donc, ça veut dire que quand vous allez vers un enfant pour une aide individuelle, tournez jamais le dos au groupe. Par exemple, l'enfant, il est là, ben moi, je viendrai comme ça vers lui. Comme ça, je peux vous regarder quand même. Et les enfants sentent hein, que malgré le fait que vous l'aidez lui, vous avez un regard sur tout le monde. Par contre, si vous faites comme ça, prenez un risque. Hein. Prenez un risque. Donc là, on est vraiment dans des mesures de soutien. Vous voyez, je ne suis pas en train de sanctionner ou punir. Hein. Je suis en train de soutenir les élèves pour pas qu'ils décrochent de l'activité dans laquelle je les ai engagés. Donc là, intervenir discrètement. Alors ça, c'est Elise Moon. Hein. Des fois, on a tout intérêt à ignorer. Des fois, il y a des comportements qui nous dérangent que nous. Mais si ça ne dérange que nous, ben voilà, on passe par-dessus.
La carotte et le bâton, j'y reviendrai, mais les études, il y a des centaines d'études qui ont été menées dans ce qu'on appelle l'approche behavioriste, un comportementaliste du comportement. C'est comment modifier un comportement. On dit qu'il faudrait 5 récompenses pour une punition. C'est beaucoup plus efficace de féliciter, de renforcer positivement que de sanctionner. Si par hasard, un jour, il y a un gamin qui vous pose toujours problème et il se comporte bien par hasard aujourd'hui, il faut vous précipiter vers lui. Et puis tout de suite lui dire, là alors, je vois que tu as avancé dans ton exercice. Plutôt que d'être toujours action-réaction, c'est beaucoup moins efficace la sanction que le renforcement positif. Mais on a tendance en tant qu'enseignant, en tant que parent, à être plutôt dans la réaction. À chaque fois s'énerver et pas voir les comportements quand ils sont adaptés. Voilà pour ces mesures-là. Alors justement, pourquoi les récompenses sont plus efficaces que les punitions? Alors ça, on parle beaucoup de ça avec les étudiants sur la théorie motivationnelle. La motivation, c'est une mise en mouvement. Alors les deux ici sont mis en mouvement, mais on voit de manière différente. Celui-là, il a le sourire, il court vers, il est motivé positivement. Celui-là, il a la crainte de la sanction. Donc on voit bien que si on a un rapport aux enfants qui est toujours dans la crainte de la sanction, dès qu'il n'y a plus de sanction possible, il arrête de courir. On voit bien que celui-là, il va arrêter de courir, parce qu'il regarde justement la sanction, et il sait que s'il n'y a plus la sanction, finalement, quel intérêt de le faire? Vous voyez combien c'est plus intéressant d'avoir une motivation de type carotte, c'est-à-dire que je fais quelque chose parce qu'à la fin, j'obtiens quelque chose. J'obtiens une récompense. La récompense, ça peut être quelque chose de tout à fait concret, la gommette, par exemple, pour les petits, mais ça peut être aussi les félicitations que vous donnez à l'enfant. Super, là, je vois que tu as très bien colorié, sans dépasser. Voilà, ça c'est de nouveau beaucoup plus efficace que de lui faire refaire la fiche et de la déchirer parce qu'il n'a pas fait le travail correctement. Donc il y a plusieurs types de carottes. Et puis il y a des règles d'utilisation des renforçateurs positifs. Il faut vous précipiter, je vous disais tout à l'heure. Mais oui, vraiment, les recherches ont montré que la carotte, elle doit suivre directement le comportement que vous voulez renforcer. Si le gamin se comporte bien à 8 heures, puis que vous attendez 9 heures pour lui dire au moment où il sort de la salle, ah bah super, aujourd'hui tu as bien bossé, c'est pas efficace. Parce qu'en fait, lui, il doit associer directement le renforçateur au comportement. C'est pour ça que c'est mis aussi un comportement spécifique. C'est ce comportement-là que j'ai apprécié. Et c'est pour ce comportement-là que je te félicite. Donc, vous voyez, il faut aller tout de suite et il faut être spécifique. Autrement, si on fait une remarque très générale, de manière éthérée, ça ne marche pas. Tout à l'heure, vous précipitez vers l'enfant, là, dans le groupe, j'ai vu que maintenant, tu viens de laisser ton tour. Et que tu as donné le dé à ton copain, ça c'est... Là, je vois très spécifiquement que tu sais travailler en groupe, que tu sais laisser ta place. Et ça, c'est d'une puissance. Cette approche behavioriste, elle est hyper puissante. Mais il faut l'utiliser en respectant les règles qui sont là. Et la règle principale, c'est utiliser beaucoup plus de carottes que de bâtons. Oui. Quand on fait ces renforcements, est-ce qu'il faut les faire devant tout le monde? Ou est-ce qu'il faut les faire justement avec l'enfant qui a eu ce comportement félicité? Oui, c'est une excellente remarque. Je reviens un petit peu en arrière là. Avec les petits, ça marche très bien de faire devant tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'effet de réverbération. Vous avez sûrement constaté si vous bossez avec les petits. Ça marche bien jusqu'en 3, 4, voire 5e. Après, il ne faut plus. Mais avec les petits, vous demandez de ranger les affaires à 11h25 et vous dites Julien, t'es prêt? Super.
voyez tous les autres qui commencent à ranger à toute vitesse. Ça, c'est l'effet de réverbération. Ça marche bien avec les petits. Avec les grands, et notamment les ados, il ne faut pas faire ça. Parce que vous allez créer vraiment, à dire c'est chouchou, et lui, et c'est toujours lui. Puis ça va créer des tensions entre eux. Donc ça dépend beaucoup de l'âge. Et puis je termine cet apport théorique par les mesures correctives. Donc là, on est dans les mesures correctives, dans les sanctions. Vous avez tout fait comme il faut dans les mesures préventives et de soutien et ça ne marche quand même pas. Donc que faire? Et ici, une distinction fondamentale, c'est de distinguer la punition de la sanction. Il faut sanctionner et il ne faut pas punir. Vous voyez que c'est assez subtil, les différences. Alors, quand on est en milieu d'église, acte de vengeance, acte d'amour, je veux dire, pourquoi on sanctionne l'enfant? C'est évidemment pour son bien. Donc, si on le fait sous le coup de la colère, si la punition n'a rien à voir avec le comportement problématique, vous voyez, on n'est pas dans quelque chose d'éducatif. Par contre, là, on est dans quelque chose d'éducatif. Mais c'est un exercice intellectuel de se dire quelle serait la réparation du comportement problématique. Et là, on est du côté de la sanction. C'est ça que je vous disais, la page 47 à recopier, c'est nul. Parce que le gamin, il a poussé son voisin qui a fait une rature, et il se retrouve le soir à devoir recopier la page 47. Il n'y a aucun lien. Donc ça peut pas avoir une valeur éducative. Alors je sais pas, prenons ce cas de figure-là. L'enfant, il a bousculé son copain qui a taché son cahier. Quelle serait une sanction qui serait en lien avec le comportement problématique? Rendre service à l'élève qui a été lésé, peut-être. Ouais. Écoute, voilà, il a une immense rature sur son cahier, et écoute, moi je vais te demander de recopier son résumé, parce qu'il a besoin d'un résumé propre, puis tu le recopies proprement, parce que tu vois, quand tu le bouscules, lui il fait quoi maintenant de son cahier? Il va pas pouvoir étudier là-dessus, c'est pas propre. Voilà, là on est dans quelque chose d'éducatif. Mais vous voyez, il y a quand même une valeur punitive dans la sanction. C'est quand même pas rigolo le soir, mais c'est tellement plus porteur parce que la prochaine fois, il va se dire « Ah ok, effectivement, principe de réalité. Quand on a un comportement qui est inadapté, on a un risque de sanction. Si vous roulez trop vite sur l'autoroute, le risque c'est de sortir de la route. Je veux dire, la réalité, à mon avis, elle vous rattrape. Donc comment passer à une conséquence logique du comportement problématique plutôt que... puis en plus, c'est pas efficace de nouveau. Le gamin, il est énervé, il revient, on n'a rien construit en fait. Alors qu'avec la sanction, on construit quelque chose d'éducatif. Oui. Vous poserez comme sanction pour un enfant qui perturbe toujours la classe en parlant. Alors voilà, ça c'est vraiment un exercice intellectuel à faire. Et essayez de le faire. Vous avez des règles, vous avez dit, mais ce serait quoi la sanction de ça? Alors ça, c'est un truc typique qu'on voit avec nos stagiaires. Vous voyez, la stagiaire qui réunit les enfants en demi-cercle pour faire une petite mise en commun par exemple, de l'activité. Elle souhaiterait que les gamins, parce que c'est une mise en commun sympa, que les gamins s'expriment un peu comme ça, parce qu'ils ont bien aimé l'activité, mais elle leur dit, la règle, c'est de lever la main quand vous parlez. D'abord, c'est inadapté, c'est pas le moment. C'est pas le moment. On les réunit pour une activité sympa où on interagit. Donc, on ne demande pas de lever la main. Ça, c'est la première erreur. Après, deuxième erreur, il faut lever la main quand vous parlez. Ça, c'est une règle qui peut être tout à fait valable dans d'autres contextes. Il faut lever la main quand vous parlez. Alors, elle dit ça, elle pose une ou deux questions, et puis il y a le petit garçon qui est là, qui lui donne exactement la bonne réponse au bon moment. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit « Ah ouais, super !» Il n'avait pas levé la main. Donc, ça veut dire que la petite fille qui est à côté, qui a levé la main, elle a vite compris qu'en fait, si on lève la main, on ne peut pas donner la réponse. Donc, vous voyez, ça pose tout le problème des règles. C'est que si on dit il faut lever la main, et ça pourrait se prêter dans un grand groupe, où par exemple, vous donnez une consigne et tout le monde doit vous écouter, etc. Là, vous dites maintenant, vous levez la main. Mais à ce moment-là, vous n'interrogez que les élèves qui lèvent la main. Et ça, c'est tout à fait behavioriste, ce que je vous dis là. C'est-à-dire que vous êtes en train de renforcer les élèves qui respectent la règle et pas les autres.
Et si par hasard, un vous donne la réponse qui vous arrange, mais qu'il n'a pas levé la main, vous ne l'avez pas entendu. Vous ne l'avez pas entendu. Vous l'ignorez complètement. Et vous donnez la parole à la petite fille qui a attendu de lever la main. Et peut-être elle va répéter exactement la bonne réponse du copain. C'est égal. C'est elle qui est valorisée. Même si ce n'est pas sa réponse à elle. C'est elle qui est valorisée parce qu'elle a attendu. Vous voyez combien c'est hyper important d'avoir des règles, puis d'être surtout cohérent dans l'application des règles. Et moi, c'est ce que je vois le plus. L'histoire de lever la main, ça, je le vois 9 fois sur 10 quand je vais dans les classes visiter les stagiaires. Elle donne la règle, elle ne l'applique pas. Donc la règle, elle tombe. Puis après, elle s'énerve, je vous ai dit de lever la main. Mais c'est elle-même qui n'a pas été cohérente avec la règle qu'elle vient d'énoncer. Il ne faut pas s'étonner que les gamins ils fassent autre chose. Donc là, tu vois, ce que je vous dis là, c'est bien une sanction. J'ai demandé de lever la main, tu ne lèves pas la main, bah, très naturellement, ta réponse, elle n'est pas prise en compte. C'est assez violent d'ailleurs, hein, comme sanction. Je trouve, quand on s'exprime puis qu'on n'est pas du tout pris en compte, c'est assez violent. Hein. Mais c'est une conséquence logique de la règle que je viens d'énoncer. Donc on est bien du côté de la sanction et non de la punition. Voilà, et je termine avec l'arbitre. La posture de l'arbitre. Pensez, vous êtes des arbitres sur un terrain de faute ou sur une patinoire. À Fribourg, je devrais plutôt dire patinoire. À la fin du cours que je donne à l'HEP, je leur dis, si vous retenez ça, pour mon cours, ça suffit. Donc un cours d'un semestre. Hein. Je leur demande de retenir 3 adjectifs, ferme, positif, cohérent. Gardez ces 3 adjectifs en tête et auto-analysez votre pratique. Hein. Est-ce d'être ferme, positif, cohérent? Et l'arbitre, il fait ça, en fait, hein, quand il est sur la patinoire. Oui, il y avait une main. Le troisième point, sanctionner sans négocier, ni menacer, ni avertir. Il ne faut pas quand même des fois avertir au moins une fois que si je dois intervenir de nouveau, là, ça va pas. Alors, je le vois tout le temps avec les stagiaires. Je t'ai déjà dit, hein, 5 minutes après, fais gaffe, hein, parce que là, vraiment, tu commences à m'énerver. Non, mais c'est pas l'arbitre. L'arbitre, quand il y a un tacle ou bien un hockey, il fait tomber un autre joueur avec la canne, il dit pas, non, fais gaffe, hein, prochaine fois. Il dit, mais écoute la règle, c'est ça, tu as sur le banc de pénalité. Tu connais ça, la règle. C'est pour ça, ferme, positif et cohérent. Oui, l'arbitre, il s'énerve jamais. L'arbitre, il applique les règles. Il est presque désolé, hein. Écoute, tu dois aller, c'est la règle. Moi, je suis là pour appliquer la règle. Vous voyez, si on arrive à avoir cette posture-là devant le groupe. Mais pour ça, il faut être au clair avec les règles, il faut être au clair avec les sanctions. Et puis là, on peut dire, OK, ça, tu sais qu'avec moi, ça ne va pas. Je fais juste avec la réponse à ça. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Claude Richaud, qui a beaucoup travaillé sur la question de la discipline. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Gestion. Alors, lisez-le, ça c'est magnifique. Hein. Gestion de classe et d'élèves difficiles. Jean-Claude Richaud. Maintenant, il est retraité. Il a bossé pendant des années à la HEP Vaud. Puis moi, je l'ai fait venir plusieurs fois en Valais, à la HEP Valais, pour parler aux étudiants de la discipline. Il montre des séquences vidéo dans ses formations. Il montre notamment une séquence, la maîtresse, première journée de classe. Première minute de la première journée de classe. Elle a son groupe, je ne sais plus, en 5e, quelque chose comme ça. Elle a son groupe, puis elle dit, alors les enfants, on va passer une année ensemble, je suis trop contente, vous verrez, on va faire plein de trucs sympas, vous allez apprendre plein de choses, etc. Puis elle commence à expliquer un peu comme ça, puis elle explique un peu le programme, etc. Et puis, il y a un enfant devant qui commence à discuter avec son voisin. Mais c'est après 3-4 minutes. Hein. Elle va vers le gamin, puis elle dit, je vais avoir l'occasion, hein, tu t'appelles comment? Julien. Il s'appelle tous Julien, oui. Julien.
viens t'appeler Julien, bienvenue Julien à ma classe. Et je profite alors hein, de ça pour dire à tous les élèves de la classe, Julien, quand je parle, tu m'écoutes. Dans ma classe, c'est comme ça. C'est une règle, hein, on va voir les règles ensemble, mais je te dis déjà ça. Quand tu parles, tu m'écoutes, autrement je te sanctionne. C'est-à-dire que ouais, je dois te punir parce que c'est comme ça dans ma classe. Puis elle revient devant la classe, puis elle recommence à parler de manière très calme et très sereine. Et si Julien, on ne voit pas ça dans la vidéo, mais s'il parle, elle sanctionne tout de suite. Donc elle ne menace pas 15 fois. Quoi. Et c'est normal. Quand dans une classe, un adulte parle, on l'écoute. C'est pas poli sinon. Et l'enfant, s'il n'apprend pas ça tout de suite, il apprend quand? Donc Julien, il a compris. Et puis le ton qu'elle a, elle est hyper bienveillante, cette enseignante, dans la manière dont elle parle. Mais là, quand elle parle à Julien, elle est ferme, elle est droite dans ses bottes. C'est comme ça dans la classe. Et elle n'a pas besoin de sanctionner 50 fois. Hein. C'est évidemment qu'elle devra sanctionner, parce qu'une fois ou l'autre, c'est sûr que ça va se reproduire. Mais elle va sanctionner une fois, elle va peut-être isoler l'enfant. Pour le moment, tu n'es pas capable. Donc tu vas au fond, bande des pénalités. Hein. Tu vas au fond de la classe. Puis quand tu penses que tu peux m'écouter, c'est toi qui décides, tu reviens à ta place. Mais tant que ce n'est pas le cas, hein, tu restes au fond. Et c'est la pénalité. Et quand on revient, alors compteur à 0. Oui, c'est ça le risque aussi avec les enfants indisciplinés. C'est qu'on n'en peut plus de ces gamins. Puis on n'en peut tellement plus que finalement, la relation, elle se pourrit complètement et on ne peut plus restaurer une relation de bienveillance. Mais l'arbitre, il est bienveillant. Et cette enseignante dont je vous parle maintenant, elle est bienveillante. C'est-à-dire, une fois que vous avez été sanctionné, l'arbitre de hockey, une fois que le joueur il est de nouveau sur la glace, compteur à 0. Il ne se dit pas, ben celui-là, il faut que je l'aie à l'œil, non. Mais par contre, s'il refait une erreur, ben, il ressort sur le banc. Mais les joueurs, ils ne ressortent pas 15 fois sur le banc. Hein. Ils ont assez vite compris qu'avec cet arbitre-là, pas avec tous les arbitres, hein, ouais, tu commets une erreur, tu es sanctionné. Voilà. Donc, je vous propose maintenant de reprendre votre feuille, de la compléter avec ce que je viens de vous présenter, puis ensuite on enchaîne sur la pause. Alors, je sais pas, on fait un quart d'heure. Ouais. Ok. Un quart d'heure de pause, donc 2-3 minutes pour compléter ça. Oui. Une question. Cette position, c'est laquelle la meilleure? Une seule position de mettre à côté quelques minutes. Ça suffit. Comme sanction? Pardon, comme sanction. Comme sanction. Ça suffit, c'est bien, ça fonctionne. La sanction, comme je disais tout à l'heure dans le tableau, ça doit être une conséquence logique du comportement problématique. Et on n'a pas l'habitude de ça. On a l'habitude de la page du dictionnaire à recopier. Donc, essayez de réfléchir. Mais tout à l'heure, vous allez faire un travail de groupe après la pause. Discutez de ça aussi dans le groupe. Attends, mais le gamin, il fait ça, je fais quoi? Mais c'est vraiment un exercice intellectuel hein, qui n'est pas simple. Mais je vous assure, il y a chaque fois une conséquence logique. Bah, on en a déjà donné 2 tout à l'heure. Hein. Par exemple, il ne lève pas la main, bah, il n'est pas entendu. Bah, la conséquence, elle est tout à fait logique. Et là, c'est violente. Donc peut-être faites l'exercice après, puis de toute façon, il y aura un temps en fin de matinée aussi pour les questions. Ouais. Donc, oui, alors timing, ce serait 2-3 minutes maintenant pour compléter votre fiche. Quand vous avez fini, vous levez pour aller boire du café. OK. Puis à moins 10, alors on se rassied et puis je vous explique le travail de groupe. Pour ceux qui sont à distance, on fera un travail de groupe ensemble par ordinateur. On discutera ensemble. Ah, mais génial. Ouais. Tu arrives à faire ça? Ouais. Il y a combien de personnes là? Je sais plus, 6, 5, 6. Ah, ouais. Puis tu t'occupes toi alors du groupe? Ah, super. Ouais. Ah, parfait, super. Ouais. Bonne pause à ceux qui sont à distance.